Je pense que le mot pénurie est un mot qui est trop fort. On est plutôt sur des ruptures d'approvisionnement, des ruptures dans la chaîne d'approvisionnement. Mais en fait, il y a plusieurs causes. Pourquoi on n'arrive pas à avoir les médicaments dans de bonnes conditions en France, alors que ça devrait être la règle? Il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que les laboratoires optimisent. Ils optimisent en concentrant leur site de fabrication au niveau mondial. Et donc, si un des sites a un dysfonctionnement, ça crée une tension, bien sûr, d'approvisionnement très rapidement sur l'ensemble de continents comme l'Europe, l'Asie, etc. Ça peut aller très très vite. Le second problème, c'est que les laboratoires optimisent la gestion de stock et donc évitent d'avoir des stocks morts, tampons trop importants. Mais quand vous avez un médicament qui est indispensable pour un patient, vous ne pouvez pas vous permettre, en gérant des stocks à minima, de créer des ruptures. L'autre problème que l'on rencontre, c'est parfois brutalement un laboratoire qui décide d'arrêter un médicament sans avertir les autorités, en mettant toute une série de patients, de prescripteurs et de pharmaciens dans les pires difficultés par rapport à une alternative thérapeutique, et encore si elle existe. Le dernier point, qui est un point qui serait assez facile à régler, c'est ce qui reste à la fin de la chaîne, c'est-à-dire la relation entre le laboratoire, le grossiste répartiteur et le pharmacien. On a un jeu extrêmement difficile à comprendre quand on est dans une chaîne de santé, c'est que les laboratoires ne veulent pas que les grossistes exportent les médicaments qu'ils ont achetés en France, en Allemagne et en Italie. Pourquoi? Parce que c'est eux qui font le profit et pas les laboratoires qui ont négocié leur prix en Allemagne ou en Italie. Les laboratoires, pour se défendre, contingentent tous les mois l'envoi de médicaments aux grossistes répartiteurs. Donc ils font des statistiques nationales et ils envoient 50 boîtes, mais pas une boîte de plus. Et si le 25 du mois, les pharmaciens ont besoin de ces médicaments, le grossiste ne peut plus approvisionner. Alors on appelle le laboratoire vous dit, ah, mais moi combien vous en voulez de cartons, je n'ai pas de problème, je peux vous approvisionner sans problème, mais ils approvisionnent les pharmaciens. Donc tout ça n'est pas très cohérent, et les pouvoirs publics ont essayé là aussi de réglementer en interdisant une liste de médicaments, interdit l'exportation parallèle. Les laboratoires veulent que la liste soit la plus large possible, et les grossistes répartiteurs la plus étroite possible. Et donc personne n'arrive à se mettre d'accord, et depuis 3 ans, 4 ans, le texte est en souffrance, parce que l'arrêté définissant les classes thérapeutiques concernées n'apparaît pas, parce que tout le monde protège ses intérêts. Par contre, il ne protège pas les intérêts des patients, hein, clairement. Hein. Pour avoir de la transparence, il faut avoir des outils. Aujourd'hui, on a un outil qui s'appelle le DP, dossier pharmaceutique rupture. Le pharmacien qui commande pendant 3 jours le même médicament et qui n'arrive pas à le recevoir, ça crée un signalement. Ce signalement est enregistré au niveau du Conseil de l'ordre, dans ce fameux dossier pharmaceutique, et donc ça permet de savoir qu'à Brest, qu'à Lille, il y a eu ce médicament en rupture chez tel grossiste répartiteur. Mais une fois qu'on a cette information, il faut l'exploiter. Il faut savoir pourquoi on n'a pas pu être approvisionné. Qu'est-ce qui s'est passé? Et chercher la cause et avoir des explications. Et c'est là où le bas blesse, parce qu'on s'aperçoit que certains n'ont pas envie qu'on vienne regarder ce qui se passe dans leur stock, ce qui est totalement anormal. Je pense que la transparence, elle a un gros avantage, c'est qu'elle oblige à la vertu. Elle oblige à la qualité, parce que tout le monde sait qu'il peut y avoir à un certain moment un contrôle avec la possibilité de vérifier ce qui s'est passé. Donc la transparence, ça va être beaucoup plus efficace qu'un arrêté ou qu'un décret. Nous avions fait une enquête auprès des pharmaciens et on a porté cette enquête auprès du ministère, en montrant qu'il y a à peu près entre 20 et 25 lignes de médicaments en permanence en rupture de stock dans les officines. Et que la gestion de ces ruptures prend à peu près 20 minutes pour un pharmacien. Il appelle le médecin, il appelle le laboratoire, il essaie de se dépanner chez un autre grossiste, etc. 20 minutes de gestion. On a autre chose à faire, et les médecins aussi, et les pharmaciens hospitaliers aussi, qu'à gérer, parce que les gens ne font pas leur boulot en amont. Donc, cette enquête a porté ses fruits, puisque du coup, le ministère de la Santé a déclenché, avec l'Agence du médicament,
la gestion de ces ruptures de stock. On a réglé une partie, ce qui était vraiment en amont au niveau industriel. Ensuite, il y a là aussi la volonté pour les laboratoires de réduire les stocks pour ne pas avoir un surcoût, le stock mort. Sauf que quand on a des patients qui sont, des traitements qui sont très pointus pour un certain nombre de patients, s'il y a la moindre mauvaise gestion du stock, ça peut entraîner une rupture. Donc ça aussi, les pouvoirs publics s'en sont souciés en demandant aux laboratoires d'avoir un stock minimum de 6 mois, un stock tampon, pour ne pas qu'il y ait de rupture quand il n'y a pas d'alternative thérapeutique. Ce problème-là, il faut vraiment maintenant le régler, parce que ça permettra de résoudre à peu près, allez, on va dire 50% des ruptures actuelles. Aujourd'hui, on a externalisé la fabrication, c'est de la chimie, de la chimie parfois lourde, parce que les contraintes en Europe sont parfois un peu compliquées, parce que le coût du travail est un petit peu plus élevé, parce que les règles sur l'environnement sont plus strictes, et on préfère faire ça parfois en Chine ou en Inde, où les conditions de fabrication permettent parfois d'être plus à l'aise et moins coûteuses. Sauf que ça veut dire qu'au bout d'un moment, vous perdez votre indépendance. Si vous êtes dépendant d'un fabricant chinois ou d'un fabricant indien et qu'il y a un problème ou politique ou un problème uniquement de fabrication ou éventuellement de malfaçon, parce que c'est pas toujours facile d'aller contrôler les sites de fabrication en Chine, eh bien vous êtes dépendant complètement de ce site. Alors je pense qu'il devrait y avoir une véritable politique européenne de réindustrialisation pour garder notre indépendance à la fois politique et à la fois stratégique sur quelque chose qui est aussi important que la santé. Si vous fabriquez des antibiotiques pour un certain nombre de pathologies et que vous ne pouvez pas y accéder parce qu'il y a un chantage avec un certain pays, il y a un chantage au prix, un chantage à l'exportation, où on privilégie un continent par rapport à un autre, je ne vois pas comment les Français pourraient accepter ce genre de situation. Moi, je suis d'un naturel optimiste parce qu'on part quand même d'une base qui est bonne, qui est élevée, qui est de qualité. On a un système de santé qui est performant, un système de distribution de médicaments avec des pharmaciens sur tout le territoire qui est extrêmement efficace et d'ailleurs qui est apprécié à plus de 90% par les Français. Et il ne faut surtout pas laisser les choses se dégrader. Le tout, c'est d'attirer l'attention sur cette dégradation de l'approvisionnement qui est inacceptable. Certains considèrent que tout ça, c'est pas bien grave, mais ceux qui sont en face des patients, eux, voient que les patients le vivent très très mal. Quand on est malade, c'est son médicament qui est important. Pour moi, quand on est dans une chaîne de santé oblige l'ensemble des acteurs à être dans l'excellence. Et si on ne veut pas être dans l'excellence, eh bien, il faut changer de métier.